depuis des années que nous existons, nous avons vraiment essayé de fonctionner avec nos propres moyens. Aujourd'hui, dans les organisations dans lesquelles nous sommes, je pense qu'il y a une quarantaine de jeunes qui travaillent au quotidien là et qui bénéficient avec les moyens que nous avons nous-mêmes et qui bénéficient de certains avantages en termes d'apprentissage, comment est-ce qu'on travaille, en termes même de rêve. Parce qu'aujourd'hui, si nous constatons la fuite des cerveaux, c'est parce que notre continent ne fait plus rêver. Nous, à notre humble niveau, nous essayons de faire rêver les jeunes. Avec les moyens que nous avons, nous essayons de construire des choses. Nous avons au niveau des différents marchés... Lorsque vous dites avec les moyens que nous avons, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on doit vous donner les moyens ou bien vous devez les créer vous-même? Parce que c'est là aussi l'esprit d'assistanat très souvent. Non, justement, on attend toujours qu'on nous donne... On parle d'assistanat quand la personne qui est, en guillemets, assistée ne fait rien pour sortir de là. Nous ne sommes pas dans le cadre de l'assistanat. Nous avons fait des choses ici dans ce pays sans que personne ne nous... sans que on ait reçu d'aide importante. Mais nous pouvons faire mieux. C'est pourquoi, au début de l'émission, quand on a parlé de est-ce qu'on a toujours besoin de l'aide, je pense que nous avons toujours besoin de l'aide, mais pas de l'aide de subsistance, mais plutôt de l'aide productive. Et avec cette aide-là, nous allons améliorer ce que nous faisons déjà aux côtés des gouvernements pour agir sur les différents indicateurs dont on a parlé, notamment au niveau des OMD. Très bien, M. Lavoisier, sur la même question. Oui, tout d'abord, dans la continuité, non pas en opposition avec ce qui vient d'être dit, il me semble que quand on parle des Afriques, il est vrai qu'il y a des disparités très importantes selon les pays, dans les 54 pays du continent africain, mais il me semble que la différence, malgré tout, dans le développement, dans le rythme et l'efficacité du développement, est davantage une question de degré que de nature. Donc je pense que finalement, tous les pays marchés africains rencontrent des difficultés, des problèmes, des freins à des degrés divers, mais que finalement, tous sont confrontés au même problème. Et je crois que dans le mouvement général d'aide, qu'il soit public ou privé, il me semble qu'on doit introduire l'idée non seulement d'efficacité, c'est-à-dire de rapport entre les objectifs qui ont été fixés et les objectifs atteints, mais également, et ça c'est assez nouveau, je pense que c'est assez étranger encore à la culture africaine, la notion d'efficience, c'est-à-dire le rapport entre l'objectif qu'on s'est fixé, mais aussi le coût des ressources engagées, qu'elles soient humaines, en temps et en argent. Et on en revient à la notion de retour sur investissement. Et je pense que sans revenir sur le rôle positif globalement de l'aide publique, encore une fois, on doit changer de paradigme et que l'aide publique, d'une manière générale, sous toutes ses formes, doit être relayée, non pas remplacée, mais relayée par des mécanismes d'aide privée et où la société civile a tout son rôle à jouer. Et il me semble, mais je parle sous le contrôle d'Ange, que le fait que la société civile doive, au travers de ces organisations, se doter par elle-même, sans attendre d'aide et d'assistance, des moyens de fonctionner et de se faire connaître et de se développer, est en même temps, le bon côté des choses, un gage de sa liberté et de son indépendance. Et ça me paraît tout à fait important. Donc je crois que les citoyens consommateurs que sont tous les membres de la population africaine doivent prendre le relais et exiger des comptes, ce qui est assez nouveau aussi, et finalement devenir vraiment acteurs de leur développement. Ça me paraît tout à fait essentiel. Une question est claire pour vous, M. Lavoisier. L'Afrique a besoin de quel type d'aide aujourd'hui? Plus d'aide publique que privée, à votre avis? J'ai du mal à quantifier le besoin en aide publique, mais je ressens, étant en contact avec de très nombreux opérateurs et investisseurs africains et non africains du monde entier, qui sont là, qui sont au balcon de ce qui se passe en Afrique et qui ne demandent qu'à une chose, c'est de s'investir réellement, concrètement, qu'il y a un potentiel, c'est-à-dire une richesse en devenir, un potentiel d'investissement qui est fabuleux, qui est énorme. Simplement, il faut créer les conditions pour que ce potentiel se réalise, ce potentiel devienne une réalité. Et c'est là qu'il faut travailler, je pense. Et ça, travailler au travers de ce qui a déjà été mentionné, l'éducation, la formation, et je dirais ce qui est le socle de tout ça, c'est la conscientisation, la prise de conscience par les gens qu'ils sont acteurs de leur propre développement, au niveau de compris et à commencer au niveau de la société civile.
Monsieur Leclerc, on peut dire beaucoup de choses, mais le développement de l'Afrique pose problème. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons des programmes à peu de rentabilité? Est-ce que ce n'est pas parce que aussi les objectifs assignés à l'aide au développement ont totalement changé? Je pense qu'il y a un mot qui est extrêmement important, qui a déjà été cité d'ailleurs dans votre reportage, c'est le mot résultat. La première des choses dans tout développement, c'est d'être en mesure de mesurer le résultat de toutes les actions qui sont entreprises. Et pour répondre à votre question, plus d'aide publique ou plus d'aide privée, à mon avis, le sujet, il n'est pas trop là, il est plutôt quel résultat on veut atteindre et comment on va atteindre ces résultats. Parce que ce résultat, il va venir, ces résultats en développement, il va venir d'une conjonction d'efforts de chacun. Et on parle beaucoup du privé, soit. On parle beaucoup de la société civile et de son rôle qu'elle doit avoir dans la mise en œuvre de toute aide, dans l'appropriation des politiques nationales. Moi, je pense qu'il faut aussi des gouvernements crédibles, qui ont une vision, qui travaillent pour le bénéfice de leur population et avec qui les bailleurs de fonds vont travailler. Donc, nous-mêmes, nous travaillons avec les gouvernements et nous essayons d'appuyer la mise en œuvre de stratégies qui sont réalistes, qui sont atteignables, mais nous travaillons aussi avec la société civile, nous travaillons aussi avec les entreprises, mais les gouvernements ont quand même, à notre avis, un rôle à jouer dans l'organisation des stratégies et dans la priorisation des besoins et des financements, parce que les financements ne sont pas illimités. En plus, quand on fait les rapports des types d'aides, on s'aperçoit qu'en Afrique, par exemple, l'aide au développement, c'est combien? C'est 30 milliards de dollars, 40 milliards de dollars. Les transferts de migrants, c'est 50 milliards de dollars. Les investissements privés, c'est de cet ordre-là aussi. Donc on voit bien que l'aide publique au développement, au sens où on l'entend, n'est pas la première des offres de financement. Et donc il faut mettre en œuvre des stratégies qui atteignent des résultats. Alors après, il y a un autre problème qui est la mesure des résultats. Et moi, je trouve que les appareils statistiques dans les pays africains sont relativement faibles. Et on a beaucoup de mal à savoir, on parlait d'éducation, le nombre de filles qui vont à l'école, où est-ce qu'on atteint. Tout ça, c'est des systèmes à mettre en place. Certains marchent, d'autres moins bien. Donc il y a aussi un aspect de mesure des résultats. Et tous les résultats qu'on annonce sur ces sujets-là sont approximatifs? Je pense qu'ils pourraient être améliorés. Et puis après, il y a aussi les indicateurs de moyens, puis il y a les indicateurs, ce qu'on appelle d'impact, c'est-à-dire ce qu'on va avoir au niveau à la fin, en termes d'objectifs d'éducation, par exemple. Je voulais juste finir en disant que tout à l'heure, je voudrais clarifier un point sur les objectifs du millénaire. Pour moi, je n'ai pas dit que les objectifs du millénaire, maintenant tout est rose et tous ont été atteints. Je pense ce que j'ai dit, c'est que les objectifs du millénaire ont permis de structurer l'ensemble des appuis vers des objectifs très précis sur lesquels tout le monde s'est concentré, les gouvernements notamment, mais aussi toutes les sociétés civiles, toutes les organisations non gouvernementales, toutes les fondations. Pour revenir à la fondation Gates que j'évoquais tout à l'heure, une grosse partie de financement va sur la santé. Donc il y a énormément d'aides qui a été mise dans la santé pour atteindre ces objectifs. Donc les objectifs du millénaire ont vraiment structuré et mis l'ensemble des aides dans un cadre cohérent et visionnaire. Monsieur Lavoisard. Oui, j'aimerais réagir à chaud, tout à fait dans la continuité de ce que vient de dire Bruno, sur le besoin finalement de mesurer des résultats. On ne peut pas mesurer des résultats si on ne dispose pas des informations fiables. Et là, c'est d'ailleurs une des lacunes et difficultés qui ont été pointées dans un article commun écrit il y a quelques jours par la directrice générale de l'AFD, le président de la BAD, qui est la perception surévaluée des risques en Afrique par manque de disponibilité d'informations qui est fiable. Et ça, dans le secteur privé, c'est quelque chose qu'on ressent, la difficulté à établir la réalité. Et j'aimerais dire que finalement, ça rejoint une notion à laquelle je tiens beaucoup, parce que, en plus, le cœur de notre activité, c'est le besoin de disposer d'une information fiable et actualisée sur un continent où elle est en général non consolidée, non informatisée. C'est une grosse difficulté. Autrement dit, on parle beaucoup des terres rares sur le continent africain, des matières premières, des ressources naturelles, etc. Il y a une matière première
à très haute valeur ajoutée, mais dont on ne parle jamais, ou plutôt dont on ne parle qu'à travers des contenants, des capacités de débit, des tuyaux, etc., c'est l'information. On parle beaucoup des contenants, mais on parle très peu de la valeur des contenus. Or, comment peut-on mesurer des résultats si on ne dispose pas de la bonne information? Cette matière première manque, et c'est vraiment une difficulté majeure, je dirais, à poursuivre et à quantifier finalement des politiques de développement. En quelques secondes, vraiment, à votre avis, à qui la faute? Il n'y a pas de faute à pointer, je crois. Je crois qu'il y a une prise de conscience, justement, du fait que cette matière... Qui doit prendre conscience? Tout le monde, le secteur public... Quand c'est tout le monde, c'est presque personne. On ne sait pas qui décide, on ne sait pas à qui s'adresser. Non, je crois que chacun, secteur public, secteur privé, société civile également, qui doit s'éduquer dans la capacité critique à discriminer et à analyser l'information. Tout le monde doit se donner les moyens à son niveau de disposer de la bonne information. Information fiable, actualisée, qui ensuite, du point de vue de l'analyse, va être contextualisée. Il y a tout le monde puise finalement à quelques sources très limitées d'informations au travers des grands rapports macroéconomiques, macropolitiques, etc., qui sont très bien présentés, mais qui reposent sur une matière première qui est pauvre, une information qui n'est pas fiable, qui est actualisée. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, je reprends beaucoup, c'est rubbish in, rubbish out. C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans la moulinette des informations bonnes ou mauvaises, vous arriverez toujours à en retirer des beaux graphes, des belles statistiques. Mais autrement dit, tout repose sur la qualité de la matière première qu'on met dans la machine à analyser et à traiter. Et là, il y a une vraie difficulté. Absolument. Monsieur Kwadwo Kwame, je voudrais vous poser cette question. La forme actuelle et les objectifs actuels de l'aide au développement, est-ce que ce n'est pas dépassé? De façon plus précise, quelle aide est conforme aujourd'hui à l'Afrique? Quel type d'aide aujourd'hui conforme à l'Afrique? Je crois que dans mon intervention tout à l'heure, je voudrais, pour répondre précisément à cette question, rebondir un peu sur ce que Ange a dit tout à l'heure. Dans la perception du développement de nos pays, de notre continent, on peut avoir une perception macroéconomique. Une vision, on va avoir des tendances, on va avoir des taux de progression, on va avoir des changements. Mais tel que nous donnons les indications aujourd'hui, il nous faut descendre plus bas. C'est pour cela que nous proposons et nous encourageons à analyser au niveau microéconomique pour avoir des agrégats plus faibles, à taille humaine, de sorte à pouvoir gérer nos problèmes. Les problèmes sont immenses à gérer. Alors, il nous faut des aides de toutes parts, c'est vrai, mais c'est à nous, quelle est notre capacité à mettre en œuvre jusque dans les détails. Je vous donne un exemple. Sans choquer, nous avons des quartiers d'Abidjan qui ont été construits à des moments donnés de l'évolution de notre pays, au standard, avec les matériaux qu'il faut. 30 ans plus tard, vous regardez ces mêmes quartiers, complètement dépassés, sans qu'on s'en occupe. Ou alors on habite, mais tout est dégradé autour. On ne sait même pas combien de personnes habitent à l'intérieur. On ne sait pas le nombre, la composition des familles. Et donc, toutes les aides aujourd'hui sont importantes. Mais elles seront importantes et valorisantes pour nous si on est capable d'approprier ou de prendre en compte cette aide et de faire en sorte d'assurer une pérennisation dans le temps. C'est ça la préoccupation majeure. Comment aujourd'hui, ce que nous réalisons avec l'aide que des bailleurs de fonds peuvent nous donner, avec l'aide que des expatriés ou des migrants peuvent nous donner, comment nous allons faire pour que ce que nous réalisons aujourd'hui, demain, cela soit viable et que demain, nos enfants puissent apporter un plus et n'aient pas à reprendre. C'est de cette aide-là dont on a besoin. Et donc, je parlais précisément d'une aide à changer nos mentalités, une aide à apprendre à entretenir, à apprendre à maintenir nos outils de production, à apprendre à... Je ne sais pas, on parlait d'un cas simple, je prends un village de la Côte d'Ivoire. Combien de villages en Côte d'Ivoire savent combien d'individus il y a dans le village? Des choses simples. Nous avions... Cela rejoint le déficit de statistiques dont vous avez parlé tout à l'heure. Quand les choses ne sont pas précises à ce niveau, c'est souvent que nous allons faire nos analyses et nos commentaires, nos politiques à partir de données qui ne nous mèneront pas loin. Parce que nous ne serons pas capables d'aller dans le détail. Or, c'est dans le détail qu'on marque les points les plus importants qui permettent de changer les choses. C'est votre perception, M. Aka? Oui, justement, moi,
toujours au niveau microéconomique, pour moi, l'aide telle qu'elle se présente aujourd'hui est importante. L'aide qui permet d'améliorer les infrastructures économiques, les routes, les dispositifs énergétiques, même l'aide qui permet de rapprocher les centres de santé, les centres scolaires des populations, elle est importante. Mais il faut à cela ajouter une dimension plus long terme, c'est-à-dire, comme on l'a dit dans le reportage, qui va aider nos populations à apprendre à pêcher. Comment est-ce que nous allons former des Ivoiriens depuis le bas âge à une mentalité d'entrepreneur vraiment qui réussit. C'est-à-dire c'est une aide peut-être qui n'a pas une aide certainement en argent, mais qui n'est pas forcément rétributive dans le court terme, mais qui peut être rattrapée si, in fine, la création des richesses est au bout, création des richesses qui va participer au budget même de l'État à travers les prélèvements fiscaux. Là, déjà, vous faites allusion aux ressources humaines, mais déjà, est-ce que nous prenons la bonne aide? Oui, je pense, comme je l'ai dit, l'aide telle qu'elle se présente aujourd'hui est importante. Il est important pour les populations de pouvoir se déplacer en sécurité pour permettre aux biens et services, parce que c'est ça aussi qui permet à l'économie vraiment d'être en mouvement. Donc, il nous faut des routes, il nous faut des infrastructures routières à bon niveau. Il nous faut également des populations en bonne santé. Mais à côté de cela, il faut vraiment une aide qui n'est pas, dont on ne cherche pas le résultat vraiment à court terme. Comment est-ce que nous allons, pour cela je prends l'exemple de l'Inde. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pauvreté en Inde. Mais l'Inde est un pays qui inspire la confiance, qui rassure l'avenir parce qu'il y a une classe de gens suffisamment instruits qui peuvent participer à des compétitions au niveau international avec les plus grands groupes occidentaux. Pour prendre simplement le domaine de l'informatique. Donc nous devons arriver aujourd'hui à dépasser une industrie qui est vraiment tournée vers le secteur primaire, les mines, l'agriculture, pour arriver à une économie industrielle et de services vraiment fort qui produit et qui dégage de la valeur ajoutée. Je vous comprends parfaitement. L'Inde a son informatique et l'Afrique a du mal à montrer une compétence distinctive. C'est dommage, mais on va continuer. Comment utiliser efficacement les aides publiques au développement et évaluer leur impact sur la lutte contre la pauvreté? Cette problématique relance le débat autour de la gestion des financements publics et privés dans nos sociétés. Nombre de gestionnaires sont soumis au feu de la critique parfois à cause de l'opacité qui règne autour de leur activité. En réalité, existe-t-il des conditions préétablies? Pour mieux comprendre, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les conditions pour une bonne utilisation des aides? Un commentaire de Jean-Jacques Ouaméala. Les ADP, aides publiques au développement, se font de deux façons. Les appuis budgétaires, les aides injectées directement dans le budget de l'État, c'est la méthode en vigueur au FMI, Fonds monétaire international. Il y a aussi les appuis projets ou appuis programmes, apportés par la Banque mondiale. Généralement, les institutions de Bretton Woods fixent les conditions d'octroi de prêts ou de crédits en vue d'assurer le suivi et l'exécution du budget. Ainsi, lorsqu'un pays emprunte auprès du FMI, ces autorités acceptent d'ajuster leurs politiques économiques pour surmonter les problèmes. Les conditions de ces prêts permettent également de veiller à ce que le pays soit en mesure de rembourser le FMI afin de mettre les ressources à la disposition d'autres pays membres qui en ont besoin. Depuis quelques années, le FMI s'efforce de simplifier la conditionnalité pour permettre aux pays membres de s'approprier des politiques solides et performantes, mais aussi que ces prêts connaissent une bonne utilisation. En Côte d'Ivoire, par exemple, plusieurs missions conjointes d'évaluation du FMI et de la Banque mondiale ont eu lieu au cours de cette année 2013. Objectif, évaluer certaines réformes prises pour accompagner le développement économique, mais aussi s'assurer de l'exécution de grands projets qui ont nécessité un appui de ces bailleurs. Pour accompagner l'action des bailleurs de fonds, il est plus qu'opportun que le projet à financer fasse l'objet d'une bonne gouvernance en mettant en place des dispositifs de suivi et d'évaluation. Chaque citoyen impliqué dans la gestion quotidienne des affaires de l'État doit être habité par le principe de la redevabilité qui consiste à rendre compte de sa gestion.
Monsieur Leclerc, je voudrais, après avoir écouté Jean-Jacques Kwame, là, je voudrais faire un constat. En 2000, l'Afrique a reçu autant que la Chine en 2010. 50 milliards de dollars et la Chine s'en sort. Et l'Afrique ne s'en sort pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'Afrique est en train d'avoir une croissance intéressante, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Bon, ceci étant, effectivement, il y a énormément de choses à faire, les besoins sont énormes. Je pense qu'il y a plusieurs éléments intéressants dans ce qui a été dit. Nous, je vais prendre un cas concret. Comment fait-on quand on discute avec les gouvernements ou avec les autres partenaires, comment appuyer un secteur? Il y a un mot qui a été cité, qui est un mot qui fâche, qui s'appelle conditionnalité. Alors, revenons un petit peu sur ce mot. Parce alors, que qui est fâché tout de suite, c'est le bailleur ou celui qui reçoit? C'est celui qui reçoit qui est fâché parce que le bailleur a tendance à dire « vous aurez ceci si vous faites ça, ça, ça ». Évidemment, celui qui reçoit, il dit non, donnez-moi l'argent et puis après, moi, je vais me débrouiller avec le reste. Alors, ces conditionnalités, effectivement, c'est un. Enfin, moi, je bannis ce mot du vocabulaire que nous employons. Je préfère parler de préalable et de discuter et d'avoir un partenariat avec le gouvernement avec qui on travaille pour essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il faut pour que cette aide soit efficace. Parce que le sujet, c'est bien celui que vous avez posé, c'est comment faire pour que l'aide soit efficace. Ben, pour que l'aide soit efficace, c'est la maintenance. Si vous apportez une aide pour une route, mais si vous ne vous assurez pas que les conditions pour l'entretien de cette route vont être mises en œuvre, vous pouvez vous poser la question de la bonne utilité de cette aide et est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que de faire cette route, financer une autre